Bonjour à tous. Alors vous avez sans doute entendu que la musique a changé. Ce que vous entendiez, c'était les premières mesures de la fameuse chaconne en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. En l'occurrence, jouée par Amandine Beyer, une immense violoniste qui m'a transmis énormément de choses, des choses qui restent gravées de manière indélébile en moi. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote qui concerne un autre violoniste à propos de cette même chaconne. Je me souviendrai toujours d'un soir, à l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, à Toulouse. Nous donnions concert avec l'orchestre de chambre de Toulouse, au programme la musique de Jean-Sébastien Bach. 3 soirs de suite, le même concert. Aussi 3 soirs de suite, Gilles Colliard, qui était notre violon solo, directeur artistique, chef d'orchestre. 3 soirs de suite, il a joué cette même chaconne. Et à chaque fois différemment. Le premier soir, dans une rage folle. Emporté par l'élan d'une colère insoutenable, il arrachait chaque accord, il hurlait chaque trait mélodique, il en pliait presque son violon comme pour mettre fin à toute chose. Le lendemain soir, eh bien c'est à peine si nous l'entendions. Dans une espèce de demi-silence, de peine et de remords, il articulait tout juste. Et c'est le 3e soir dont je me souviendrai le plus. Nous étions tout l'orchestre, une petite quinzaine de musiciens, triés sur le volet, assis dans la pénombre au fond de la scène, adossés au grand mur. Et nous regardions Gilles, seul sur scène, en train de jouer sa chaconne. Il était pris entre 2 feux, entre 2 regards, celui du public et le nôtre. Et ce soir-là, eh bien, dans un silence énorme, ce genre de silence qui sert de dialecte aux moments les plus sacrés, Gilles chantonnait. Il brillait. Il nous élevait avec lui avec un sens de la nuance que je n'ai jamais retrouvé ailleurs, entre évanescence et violence. Et, ma foi, cet homme mettait sur scène son âme à nu. Nous étions absolument subjugués par ce que nous voyions. Et voilà, de ce soir-là, je retiens que transmettre, effectivement, ce n'est pas seulement communiquer des informations. Car ce qui se transmet, ce que Gilles m'a transmis ce soir-là, je ne saurais vraiment le dire, vraiment le circonscrire. Disons que c'est un genre de conscience, d'inconscience, un genre de conclusion sans parole. En tout cas, je retiens que transmettre, plus que communiquer des informations, c'est inspirer. C'est être pour l'autre source d'inspiration et de volonté. Et c'est soi-même se laisser emporter viscéralement par un mouvement de présence, de débordement, un mouvement de vie en somme, que l'on fait sien. Et c'est aussi la saisie d'une part de spiritualité, nous en parlions, mais une spiritualité en l'occurrence farouchement incarnée, silencieuse et musicale. En tout cas, en tant que telle, irréductible à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors, s'interroger sur le rapport entre transmission et intelligence artificielle, c'est peut-être se demander ce qu'il faut attendre d'une rencontre entre, d'un côté, l'intelligence humaine, dont je viens de parler un peu et qui se transmet, et de l'autre, l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup et qui simule technologiquement ce que nous appelons nos fonctions ou nos facultés cognitives. Vous savez, la mémoire, l'apprentissage, le calcul, la compréhension du langage naturel, etc. Et on peut au moins remarquer, il y a des philosophes qui s'intéressent à cette question et qui parlent d'une seconde renaissance. Nous serions en train de vivre une seconde renaissance. Vous savez, il y a eu le Moyen-Âge, puis la Renaissance, et aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, nous vivons une seconde renaissance. Effectivement, la science, la pédagogie, les relations humaines, les pratiques politiques, le commerce, tout change, tout est changé à travers les techniques ou les technologies de l'intelligence artificielle. Tout ce qui touche à la transmission, c'est-à-dire l'ensemble de nos pratiques, est changé par l'IA. Et nous autres, femmes et hommes, dans ce changement, nous nous demandons ce que nous devenons et s'il faut le devenir. Et c'est précisément là qu'est la pertinence de s'interroger, d'une réflexion sur l'intelligence artificielle et la transmission. Car précisément ce qui change, c'est le monde. C'est le monde que nous construisons et que nous transmettons à travers les technologies de l'intelligence artificielle. Alors,
Un monde, ce n'est pas le chaos d'une innovation technologique frénétique, guidée par la seule loi instable du profit. C'est plutôt le cosmos d'une vie cognitive, morale, politique, sociale, écologique, en un seul mot, d'une vie humaine, possible, par le biais de ces technologies. Il ne suffit pas donc de verser dans un optimisme naïf pour l'intelligence artificielle, pas non plus de sombrer dans un pessimisme technophobe dont nous n'avons de toute façon plus le temps aujourd'hui. Il s'agit plutôt de s'interroger sur la manière d'investir dans les technologies de l'IA de manière éclairée, éclairée sur les valeurs que ces technologies véhiculent et sur le monde qui se dessine à travers elles. Alors, cette question, celle d'un monde que nous construisons au jour le jour en investissant dans l'IA, en restructurant nos pratiques à travers ces technologies, cette question du monde que nous construisons et que nous transmettons, c'est précisément la question qui nous occupe aujourd'hui. La question de comment faire le lien entre nous et ceux qui viennent, à qui nous léguons plutôt que nous déléguons ce monde qui se redéfinit à travers l'intelligence artificielle. Et cette question de la transmission, c'est une question éminemment éthique, et j'aimerais revenir un peu aux fondamentaux, pour conclure, aux fondamentaux de la transmission, par comparaison avec l'intelligence artificielle. Et j'aimerais le faire en parlant de mémoire. La mémoire qui est à la fois cette faculté ou cette fonction cognitive que l'intelligence artificielle réalise, paraît-il, mieux que nous. La mémoire qui est aussi l'opérateur même de la transmission. La transmission, c'est quelque chose qui a à voir avec la mémoire, c'est un acte de mémoire. C'est un lien qui s'opère entre le passé et l'avenir dans le présent. Il y a un lien qui s'opère entre nous aussi. À propos de mémoire, vous savez, on entend bien trop souvent dire que l'intelligence artificielle fait ou fera tout ce que peut l'homme et en mieux. Mais réfléchissons-y à deux fois. En termes de mémoire, l'intelligence artificielle fait-elle mieux que l'homme parce qu'elle intègre un nombre incalculable de données? Fait-elle mieux que l'homme, l'intelligence artificielle, fait-elle mieux que l'homme en termes de mémoire parce que, à travers, par exemple, les technologies du deep learning, elle classe ces données avec une agilité, une efficacité, une rapidité qui nous dépasse? Question. Mémoire et mémorisation sont-elles même chose? Permettez pour répondre que je prenne un dernier exemple, encore un exemple musical. Cet exemple, c'est Archie Shepp. Archie Shepp est, avec John Coltrane, l'un des deux pères du free jazz. Et Archie, qui a 84 ans aujourd'hui, souffle depuis peut-être 80 années dans son saxophone. Et Archie a en mémoire tout un tas de choses. Il joue à la mémoire de tout un tas de choses. Il a par exemple en mémoire la manière dont le corps des Noirs américains a été traité, éteint, la manière dont l'âme des Noirs américains a été blessée, meurtrie. Et Archie joue à la mémoire de cela, à la mémoire de personnes qu'il a aimées et perdues. Alors croit-on que la mémoire d'Archie soit une faculté de se remémorer les faits, de les classer avec agilité, rapidité, efficacité? Il suffit de montrer à Archie des images d'archives, justement, de ces événements passés pour voir ce qui se passe. Voilà ce qu'il demande avec colère et sur quoi je terminerai avec conviction. Que fait-on dans le présent de ce passé? Comment fait-on aujourd'hui pour être libre et digne et pour faire avenir avec ceux qui viennent? Cette question qu'il pose, c'est la question de la transmission. Et la mémoire qui est la sienne, ma foi, c'est un genre d'émancipation spirituelle. C'est un genre de pardon sans excuse par quoi il est encore possible d'être humain et de faire monde humain avec l'autre. Donc, c'est là-dessus que je conclurai, que l'intelligence artificielle simule toutes les fonctions ou toutes les facultés cognitives que l'on voudra, avec toute l'excellence qui nous est utile dans un temps productif. Il nous restera toujours la charge et peut-être l'urgence de ce que Archie appelle l'âme. L'âme qui est un genre de mémoire spirituelle et pas seulement artificielle.
un supplément d'âme par lequel nous faisons de l'innovation technologique un véritable progrès humain. Je vous remercie.